Bonjour, est-ce que tout le monde m'entend? Simon, tu m'entends bien? Je t'entends, je t'entends, je t'entends. Nickel. J'attends juste de savoir si les gens dans le live nous entendent bien, si tout est nickel. N'hésitez pas à commenter, à liker. Alors, ça devrait arriver. Est-ce qu'on nous entend bien? Pour l'instant, je ne sais pas. Il y a peut-être un petit peu de décalage, des fois. Il y a un petit Ok, peu de décalage, je crois, sur le live direct. ok. Ah bah parfait, on nous entend. Nickel. Alors, juste donc bonjour à tous. Je m'appelle Jean-François, je suis le responsable pédagogique du Master Entrepreneuriat de l'ESAM, qui est donc en partenariat avec un incubateur qui s'appelle la Why Not Factory. Et notre but, c'est de rencontrer un jeudi sur deux des étudiants entrepreneurs pour vous prouver qu'on peut entreprendre pendant ses études et qu'on peut faire très belles choses. Et donc aujourd'hui, on reçoit Simon qui a monté Oser et qui a osé monter sa boîte. Donc dans l'improvisation, je ne sais pas comment on dit sur de la formation dans l'improvisation, enfin bref. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu ton parcours et qu'est-ce que c'est Oser au final pour toi? Ça marche. Effectivement, le terme de oser, en tant que nom d'entreprise, le problème, c'est que beaucoup l'utilisent. Du coup, ça me fait une belle pub. Mais, donc merci, ça m'a fait une double pub. Non, en vrai, sur le parcours, c'était un peu le bazar. J'ai fait médecine, j'ai fait prépa, j'ai fait une ligue d'impro, j'ai fait école de commerce, j'ai fait les cours Florent. Et tout ça, ça a amené à oser. Donc, il y a aucun lien, mais aucun dans tout ce que je viens de te dire. Euh, Qu'est-ce qui Oser, t'a le plus c'est marqué là-dedans, ouais. ouais, oser, ça vient juste que l'improvisation. En gros, la petite anecdote, c'est quand j'étais en ligue d'impro, j'ai compris la force de cet art qui pouvait développer tellement de choses en nous que c'était bien plus complet. C'est-à-dire que tu as eu, il y a 3 4 ans, je dirais, tout un aspect autour de l'éloquence, autour du Mhm. concours d'éloquence qui a été extrêmement médiatisé, avec un super travail de Stéphane de Freitas d'ailleurs dessus. Et quand je suis entré en ligue d'impro, c'est une femme de 40 ans qui m'y a fait croire, c'est-à-dire que j'ai été formé par Fabienne Chauveau et dans le groupe, il y avait une femme qui était très timide, très introvertie, qui avait même beaucoup de problèmes à gérer. Et en 4 mois d'impro, elle a éloigné tous ses problèmes. Elle s'est développée personnellement, collectivement, c'était incroyable. Et je me suis dit, mais c'est pas de la magie, mais presque quoi. C'est tellement puissant. Et quand je suis arrivé en école, j'étais en même temps en cours Florent, je faisais les deux en même temps. Et je remarquais que les étudiants manquaient de confiance en eux, dans la présentation, dans la prise de parole. Je pense qu'il y avait l'aspect du jugement aussi, le regard des autres, et j'en faisais partie. Toute ma scolarité, j'avais peur de lever la main, j'avais peur de plein de choses parce que je me disais, mais je vais être jugé, je vais être regardé. Et avec les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est encore pire parce que tu fais un truc, ça peut partir en live. Et j'ai décidé de mettre en place, via l'entreprise étudiante du Bureau des Arts, quand j'étais à l'ISC Paris, un module d'impro. Mais au départ, c'était juste mettre un module d'impro et essayer de mettre ça en place dans l'école. J'ai appelé comme ça le champion du monde d'impro, par hasard, je le connaissais ni d'Ève ni d'Adam, c'était Jean-Baptiste Chauvin, qui a travaillé avec Papy à Trappes pour Jamel Debbouze, Alban Ivanov, Arnaud de Samer, qui ont développé, qui continuent de développer ça depuis plus de 20 ans dans les collèges. Mhm. Et il m'a dit banco. J'étais avec lui et une autre comédienne improvisatrice qui s'appelle Isabelle Escar. Et on a mis un module d'impro de 15 heures pour une trentaine d'étudiants. Et on a célébré ça au cinéma, à Levallois-Perret, dans le cinéma Pathé. On a fait un grand match d'impro pour célébrer justement le parcours des étudiants. Et c'est là où les directeurs pédagogiques ont vu le progrès en termes de soft skills. Donc toutes les compétences, l'écoute, la concentration, la créativité, la répartie, l'éloquence, etc. Et je me suis dit, mais il y a quelque chose à faire avec ce projet. Et on peut le porter encore plus loin. Et c'est là où je me suis dit que j'allais créer ça pour les études supérieures principalement au début. Et en fait, je l'ai développé aussi pour les incubateurs et les entreprises. Et c'est plein de formations sur mesure aux différentes spécialisations des étudiants, sur mesure aux projets dans les incubateurs et sur mesure aux différents séminaires team building en entreprise, parce que c'est extrêmement complet. Ça ne s'arrête pas juste à l'éloquence et la prise de parole. C'est tout un aspect qui est travaillé dans le collectif, dans un environnement bienveillant. Et c'est vraiment la caractéristique de l'improvisation théâtrale. Et alors justement, et comment tu t'es dit, parce que tu as monté ce module-là pour ton école, c'était un truc assez spécifique qui était lié à ta passion. Et à quel moment tu t'es dit, bah, tiens, en fait, j'ai presque envie d'en faire un business. Est-ce que c'était venu tout de suite en tête ou c'est quelqu'un qui t'a dit, bah, tiens, tu devrais en faire quelque chose, le monter. Comment ça s'est passé pour toi? Au départ, quand je l'ai mis en place, je me suis pas tout de suite dit que ça pouvait être un business.
J'avais pas cette mentalité-là. J'avais beaucoup de choses en tête. J'avais les cours Florent à côté, ma vie perso, etc. Et puis je me disais, je continue. Je savais pas trop où j'allais. Je savais même pas que j'allais prendre l'entrepreneuriat, tu vois, que j'allais entreprendre vraiment. Puis quand je l'ai monté, j'ai fait plusieurs réunions, etc. J'ai rencontré le directeur d'entrepreneuriat de Pierre Barrault, qui est un entrepreneur de dingue, qui a été un des mentors là-dessus et qui m'a accompagné, qui m'a fait découvrir Simon Sinek, pour ceux qui veulent regarder son speech qui est célébrissime sur le Why, How, What, pour justement essayer de convaincre toute une direction pédagogique de mettre ça en place dans le cursus des étudiants. Parce que pour le mettre en place dans le cursus des étudiants, il faut, pour que ça ait un intérêt, qu'il y ait des crédits à la clé et que ça compte pour leur diplôme. Et puis en fait, je me suis dit: «Mais s'il y a rien qui est fait dans les écoles», et après j'ai commencé à regarder ce qui était fait. Je parle bien dans l'emploi du temps, pas en activité extrascolaire. Et quasiment aucune école et commerce, ingé, université n'avait un module de ce type-là, avec un Mmh. suivi derrière de la progression des étudiants sur l'aspect soft skills à partir de l'improvisation théâtrale. Et je me suis dit: «Bah, il y a une innovation qui est pas réellement une innovation». L'improvisation, ça existe depuis des années, mais son utilisation aujourd'hui, c'est un réel outil pédagogique et c'est ce qui est en train d'éclore, en tout cas, dans les études supérieures, ce qui a déjà d'ailleurs fonctionné pour les collèges avec la Fondation Culture et Diversité, Mmh. gérée par Grégory Pagano et Papy sur le projet d'impro. Et là où je me suis dit: «OK, le but, au-delà de créer une société, c'est que j'avais envie de mettre ça en place dans l'éducation en général, pour justement développer la confiance en soi et mettre en avant la personnalité des étudiants». Et c'est vraiment la clé de mon job aujourd'hui, c'est de mettre en avant la personnalité des étudiants et de faire en sorte, par un match d'impro, qu'ils soient mis en avant devant des entreprises, des représentants d'entreprises, et de dire, bah, ils ont telle compétence pro, mais c'est surtout humainement, telle personne avec telle valeur, avec tel aspect de leur personnalité, et est-ce que ça matchera avec vos valeurs. Donc en vrai, ça a switché au moment où j'ai fait le match d'impro, le 15 mars 2018, le premier match d'impro au cinéma. Ok, ouais, c'est vraiment là, tu t'es dit, ok, j'ai envie de consacrer un temps, une partie de ma vie là-dedans. Ouais, Et et donc, puis il y a eu alors, c'est. le Vas-y. maître de spé en entrepreneuriat, Jérémy Renouf, qui m'a accompagné là-dessus et qui m'a dit effectivement, ne fais pas d'année de césure, enchaîne. Ok. Alors, en plus, toi, tu as vraiment choisi de monter une société. Tu t'es pas dit, je me mets en Ouais. statut auto-entrepreneur. Est-ce qu'il y a une spécificité à ça? J'ai eu de la chance d'être très bien accompagné. Et ça, pour tous ceux qui nous regardent, l'entourage, c'est très important, et savoir s'accompagner des bonnes personnes. Quand j'étais en spécialisation, j'ai eu un programme sur mesure, justement, à comment on va créer notre projet, avec toutes les dimensions juridiques, fiscales, la compta, la finance, toutes ces notions-là que je maîtrisais pas forcément, où j'ai pas mal travaillé, pas mal été accompagné. Et en fait, en discutant avec pas mal d'écoles, tu en as beaucoup qui travaillent pas finalement avec des auto-entrepreneurs, en ce qui concerne un vraiment format de cours, module, et cetera. Donc déjà, tu avais cet aspect-là, et puis je me suis dit: «Mais si je veux le développer, dans toute la France sur différentes écoles, en études supérieures, je vais pas pouvoir être tout seul à faire tout ça. Il va me falloir une équipe de com, il va me falloir des commerciaux, il va me falloir des gens aussi pour gérer l'événementiel, parce que moi, le but, c'est qu'il y ait des rencontres entre les différentes écoles et qu'il y ait une coopétition. C'est la valeur de l'improvisation théâtrale quand on est en impro et qu'il y a deux équipes qui jouent ensemble. Et de dire justement, mais va falloir faire plusieurs événements, faire des rencontres entre écoles, etc. Et c'est pour ça que j'ai créé une SASU. Pour le moment, je suis tout seul. Enfin, après, j'ai eu l'accompagnement qu'il fallait en termes de com, tout ça. Mais me dire à tout moment, si j'ai besoin d'un associé, si j'ai besoin d'une équipe, j'ai pas à faire des manips juridiques trop importantes, c'est-à-dire de fermer, de rouvrir quelque chose. Et il y avait une certaine facilité, et ça me permet aussi d'avoir mes bulletins de salaire et de me salarier et de cotiser. Oui, voilà. Enfin, ça t'assure aussi une petite sécurité Exactement, un peu plus forte que l'auto-entrepreneuriat. tout à fait. D'ailleurs, tu vas bientôt réussir à te rémunérer. Donc, félicitations pour ça. Dans un mois et demi, ouais, un mois et demi. Trop, trop cool. Et est-ce que tu t'es mis des limites à ce projet en te disant, tiens, si j'atteins pas ça dans 2 ou 3 ans, j'arrête? Ou est-ce que tu t'es dit, vas-y, je me lance et on verra plus tard? Alors, c'est la problématique de l'impro, c'est que c'est que je suis beaucoup dans: «Allez, est-ce qu'on ferait pas ça?» Et puis, Inch'Allah, ça passe. Et non, j'ai fait, comme tout le monde, une sorte de business plan pour poser les choses. Est-ce que je l'ai respecté? À aucun moment, parce que comme tu peux le voir, on a vécu une période où si je respectais un business plan, je ça s'arrête pendant 2 mois, tu peux pas le prévoir. Un business plan, et j'en parlais avec beaucoup aussi d'entrepreneurs, c'est que tu mets des bases,
mais il est jamais respecté. Il est jamais respecté parce que tu as tellement de choses qui changent en un an que finalement tu es toujours à booker quelque chose. Donc j'essaie de me projeter sur une année. Ouais. J'ai quelques objectifs quand même en tête, mais ça m'a permis de poser les choses. C'est un très bon exercice. Après, on s'adapte et à un moment donné, on est dans le moment présent et on se dit: «OK, comment on va gérer?» Parce que, il y a des petites anecdotes, c'est-à-dire pour ceux qui veulent entreprendre, dites-vous que j'ai fait mon événement de lancement un jour de grève nationale, ce qui est quand même pas mal, ça c'est une bonne idée. Mais 4 mois avant, je savais pas qu'il allait y avoir des grèves, tu vois? Et on s'adapte et on change la contrainte en opportunité, on fait d'autres choses, et j'ai fait les 1 an de ma société pendant le covid et donc voilà. Donc je pense que futur événement, je vais pas vous communiquer tout de suite la date. Il risque d'y avoir une catastrophe naturelle. Mais Tu m'étonnes. Et du coup, alors est-ce que tu peux aussi nous expliquer un peu plus ce que c'est l'impro pour toi? Qu'est-ce que ça représente? Peut-être même en termes de technique, parce que c'est pas forcément commun. Enfin, on en entend beaucoup parler. Ce que j'aime beaucoup, c'est que tu utilises beaucoup le terme alors attends, comment? Coopétition, compétition, ouais. justement. Est-ce que tu peux nous l'expliquer? Le terme est simple, c'est qu'en match d'impro, ça s'inspire du côté de hockey en termes de mise en scène, parce qu'il y a toute une mise en scène, il y a un maître de cérémonie, il y a un arbitre, il y a un musicien improvisateur, et on est dans une fausse patinoire. On a tous des maillots de hockey, et il y a 2 équipes. Et le but, justement, c'est qu'il y a des impros où on est en mixte, c'est-à-dire les 2 équipes jouent ensemble sur scène, et en comparé, il y a une équipe puis l'autre, sur un même sujet. Et la compétition, c'est que il y a une compétition, il y a un match d'impro, sauf que sur l'improvisation mixte, on joue avec l'autre. Donc on est obligé d'être à l'écoute de l'autre, de s'adapter, d'avoir une écoute active et de jouer avec l'autre. Et c'est ce domaine-là, en fait, il y a toutes les valeurs du sport à travers le match d'impro, il y a toutes des valeurs humaines de bienveillance. Et en plus, quand je voyais les étudiants qui étaient en match d'impro, ils avaient un stress normal parce qu'ils sortent totalement de leur zone de confort. Et l'arbitre est là justement pour faire le lien avec le public et pour protéger les joueurs. Et c'est ça qui est fort, c'est que c'est extrêmement bienveillant et c'est un art tellement dingue. Et ce que je montre d'ailleurs dans mes formations, c'est qu'on a tous des repères. Tout le monde, on aime tous préparer. Je sais pas toi, par exemple, quand tu fais l'émission haute, si tu as tout préparé, cadré, tu sais les questions que tu vas poser, etc. Machin. Au début, ouais. Au début, c'est ça. Mais pareil, hein, je suis comme ça aussi au début quand il y a un truc où je maîtrise pas. Sauf que on a nos repères. Et c'est qu'à un moment donné, l'impro, c'est aussi se faire confiance. Et quand il y a un sujet, j'ai fait un sujet d'impro, c'était ça roule à Kaboul. Tu as 9 minutes d'impro. 9 Bon, minutes, c'est énorme. ouais. Oh là là. Et tu es là, tu fais, bon, bah, tu as 20 secondes pour réfléchir à un truc. En fait, c'est un début de scène auquel tu réfléchis. Et puis, en fait, au fur et à mesure, tu as des repères parce que c'est un exercice, un entraînement, c'est du sport. Donc, tu as des repères. En plus, si tu joues avec une équipe que tu connais très bien, avec des gens que tu connais très bien, il y a des références, il y a des choses qui se créent et on connaît le mode de pensée des autres. Donc, en fait, même dans la vie réelle, c'est-à-dire que quand je les voyais, que je leur disais, bah, allez, on va faire une sorte de téléachat, vous allez me créer un produit et le vendre en même temps. Ils sont là, ils cherchent quoi? Et en fait, ils voient une table, une chaise, un truc, ils se disent, OK, je vais prendre ça. Et les repères, ils sont partout. Et c'est pareil quand on prend la parole en public. On a nos repères. Et c'est essayer de lâcher ce qu'on a préparé. On l'a préparé. Une improvisation, ça s'improvise pas, ça se prépare, ça c'est sûr. Mais c'est dans ce sens-là, c'est qu'on a nos repères. Ouais, c'est vraiment sur le. Et toi, ce que tu amènes dans tes cours, c'est du coup une structuration plus de la pensée et une mise en confiance, plus que des Ouais, vrais trucs et astuces sur l'impro, parce qu'au final, et puis en plus, c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que tu peux l'utiliser un peu partout. exactement. Puis je les forme pas à être comédien, c'est pas du tout le but. Ils ont les bases. Le but, c'est qu'ils lâchent prise. Ça, c'est indéniable pour avancer ensemble, c'est qu'ils lâchent prise et de créer un collectif. Et à partir de là, on peut tout créer parce qu'ils vont souder, ils vont s'encourager et c'est ultra important. Donc, quand ils démarrent, moi, le but, c'est qu'ils reprennent confiance en eux et à travers plein d'exercices d'impro et il y a beaucoup de lâcher prise qui aide à ça et de dire: «Mais regardez, vous avez» et après il y a tout un suivi de: «Vous avez été capable de faire ça, voilà la progression, voilà les petits points d'amélioration» et c'est incroyable. Il y en a qui me disent: «Mais je suis pas drôle, mais je suis pas créatif, machin» et en fait, c'est ceux qui te surprennent le plus et tu fais: «Mais tu te fous de ma gueule, tu incroyable» et c'est ça et l'idée, c'est de leur donner confiance parce que pour moi, l'éloquence, c'est 90% de la confiance en soi. Effectivement, il y a le phrasé, il y a plein de choses, mais on a chacun notre personnalité et c'est toujours plus touchant quand c'est notre propre émotion, notre personnalité qu'on met en avant dans ce qu'on dit. Complètement. Moi, je le vois aussi parce que sur d'autres cours, et tu sens que dès qu'un étudiant a confiance en soi, il va tester des choses qu'il n'oserait jamais en fait. Et Oui, bien sûr. c'est là où c'est complètement fou de voir ça. Pour toi, quelle a été l'expérience la plus marquante?
Où tu t'es dit, tiens, là, waouh, j'ai vu un truc et je m'en souviendrai toute ma vie. En vrai, émotionnellement, il y a un truc qui m'a beaucoup touché et je leur fais un gros big up. C'est les élèves de Argenteuil en lycée pro, des Mhm. secondes. Je travaillais pour la fondation Nexity, en fait. Ils ont fait un programme sur une semaine. C'est le lycée Georges Braque, pour vraiment citer jusqu'au bout. Sur une semaine, ils devraient réfléchir à la ville de demain et Ouais, créer un projet en une semaine et le pitcher chez Nexity, dans l'auditorium de Nexity, avec maquette, tout. Ils sont en seconde, hein, 15 ans. Donc, en plus, c'est pas toujours évident. Et ouais, il y avait tout un contenu qui était super bien fait pour justement monter le projet, les partenariats, comment pitcher tout ça. Et moi, j'intervenais sur, à la base, une demi-journée pour qu'ils lâchent prise, leur donner des petites techniques de pitch. Mhm. Et je suis arrivé là-bas, je connaissais pas du tout. Je savais même pas au départ que c'était un lycée pro, tu vois. J'étais vraiment perdu dans le truc. On arrive, il y avait bac blanc, donc on me dit ouais, faudra pas trop faire de bruit. On est en impro, moi je vais te les faire. Ouais, je me suis dit c'est le bac blanc, c'est pas grave. En plus, tu vois, ils ont même pas passé le bac. Mais donc finalement, et, euh, et j'arrive et il y a 48 élèves. 48 élèves, Ok. euh, tous en plus éparpillés. Donc j'avais un espace scénique qui était incroyable. Et, Mhm. euh, et puis normalement j'avais suivi le programme dans ma tête, tu vois. Et on m'avait dit bah, d'abord il y a 5 minutes de présentation et ensuite c'est à toi, tout ça. Donc moi tu sais, je prends mon temps, je commence à enlever mon sac, à déconner. Et puis j'entends bah, Simon, à toi. Et j'étais même pas prêt. Donc j'arrive et je fais bon allez on y va et tout. Et c'est la première fois que je faisais pour des lycéens. Donc en plus tu te dis mais C'est c'est pas pas la le même même discours. pédagogie, c'est pas pareil, ouais. En termes Voilà. Donc je d'interaction, dis c'est différent. tu vois, pas bête, mais je dis allez les gars, on se met en cercle. Et la question c'était mais pourquoi pas les meufs? Et je fais mais et là je fais putain ok donc c'est premier degré donc ok bah et tu sais tu t'adaptes mais c'est normal de poser la question. C'est totalement normal. Donc, je fais OK, allez, tout le monde, etc. Et puis, j'en vois deux en maillot du PSG. Et en déconnade, je fais bon, allez, on attend les deux joueurs du PSG, on est bon. Et il y a quelqu'un qui m'a demandé, mais il y a qui vient? Et je fais, mais non, mais. Et tu sais, je me disais, mais il faut que je fasse mollo avec les vannes. Parce que c'est normal. Ils me connaissent ni d'Ève ni d'Adam. Et le mec, il me dit, ouais, il y a. Machin. Et donc, après, on était en déconnade. Et il fallait essayer de créer quelque chose. 48 élèves, j'avais jamais fait avec autant de personnes. Mhm. Et je démarre un exercice tout simple où tout le monde se met dedans et il y en a une qui me teste. Forcément. C'est normal. Mais c'est totalement normal parce que c'est des élèves, si tu veux, et ça m'a beaucoup touché aussi pour ça, c'est qu'il y a eu un suivi pédagogique de dingue pour leur seconde, mais qui manquent de confiance en eux à cause des collèges qui rejettent un peu, tu sais, t'as des classes un peu comme ça, alors qu'ils sont bourrés de talent. Et je l'ai remarqué direct parce que ils ont fait des trucs de dingue. Et j'arrive et la fille, elle me regarde de haut en bas et elle me fait, t'es gênant, wesh. Et Mhm. là, tu te dis, mais si je laisse, personne suivra. Donc, il Mhm. faut que je fasse quelque chose. Et je suis parti en impro stand-up, en l'imitant et en déconnant avec elle. Mais un peu en mode Nabila, tu vois. Et tout le monde s'est marré. Et tu sais, un peu en mode, oh, qu'est-ce qu'il dit, machin. Et tout le monde s'est pris dedans. Et en fait, c'était ça, c'était juste, ok, bah, test, je suis là, je réponds, mais avec humour et avec bienveillance. Et en fait, ils ont tous suivi. Et t'en as qui sont venus, je leur disais, allez, chacun s'invente une vie, un perso pendant 30-40 secondes. Et les mecs font, allez, c'est à moi. Il y en a une qui est arrivée comme ça, et t'as fait un truc de malade. Mais tous incroyables. Et en plus, ils ont porté des vrais projets. C'est là où on voit que c'est des élèves, et je pense pour les plus jeunes, c'est le cas, qui veulent du concret. Ils veulent réellement du concret, travailler sur du concret. Et ce qui m'a le plus touché, c'est le lendemain, chez Nexity, devant, on était à peu près 80-100 personnes, deux étudiantes qui se lèvent, deux élèves de 15 ans qui se lèvent pendant la délibération et qui chantent a cappella Ray Charles. Et là, j'ai incroyable. Non, mais des frissons, des frissons. Et c'est des étudiants de dingue. C'est des élèves de dingue qui demandent qu'à être mis en avant et ça a été le cas. Ils ont fait des présentations, ils étaient sur leur enfin, costume, 3 pièces, tac, tac, et pro de ouf, extraordinaire. Des élèves extraordinaires je vais voir justement pour essayer de les suivre au maximum jusqu'à leur bac parce que ça m'a extrêmement touché de voir ce potentiel et qu'il faut absolument développer parce que c'est des crèmes. Je te comprends. Alors, on a une question de Camille qui pourrait savoir si tu peux nous donner des petits secrets ou techniques d'impro, les petits exercices. Petit Est-ce que secret, petit secret impro.
Des petits exercices. Il y a un exercice que j'adore, sur lequel j'étais beaucoup en difficulté quand je démarrais l'impro, que je faisais au cours Florent avec David Garel, qui est un super prof, qui s'appelle le 1 minute pour convaincre. Et il faisait ça sur des sujets décalés. Genre, par exemple, si je te dis, Jean-François, tu as 1 minute pour me convaincre que la Twingo, c'est la plus belle des bagnoles. Et tu as 20 secondes pour réfléchir à ça et tu y vas. Et il faut avoir un discours structuré et tout. Et en fait, ça t'apprend à te dire en 1 minute combien de temps j'ai pour dire la chose, combien de phrases à peu près ça représente, et sans hésitation. Il y a Ok. cet exercice-là que j'adore, les plaidoiries, parce qu'on fait ça en groupe. Et dès qu'il y a une hésitation ou autre, ça switch et c'est à quelqu'un de prendre la suite, tu vois, pour Ok. justement se dire, OK, j'ai fait un tic de langage, j'hésite, etc. Et en fait, ils sont dans la peau de personnage, ils se lâchent. Donc, c'est des exercices tout bêtes que tout le monde peut faire. En fait, les exercices d'impro, truc con, hein. Tu regardes Vendredi, tout est permis. C'est Oui. que des exercices d'impro. Le speed quiz, des trucs comme ça, c'est que des exercices d'impro. Donc tout ça, ça en fait partie. 1 minute pour convaincre, c'est très intéressant, je trouve. Par exemple, vous pouvez le faire de chez vous. Vous mettez un truc à deux et vous dites des sujets et puis vous essayez de convaincre l'autre personne. Ça vous permet une gestion du timing, une gestion du discours. Et il y a plein de manières de faire. Il n'y a pas une manière arrêtée. Et pour les pitchs, par exemple, en entrepreneuriat, ça permet ça et de se réinventer, de se dire, mais je pourrais le faire de telle ou telle manière. Et ça a un temps aussi important pour les silences. Parce que on se dit 1 minute, faut dire, etc., machin et tout, alors qu'on peut mettre des silences. Et dans les Hmm. silences, il y a de l'émotion. Donc cet exercice-là, par exemple, vous pouvez le faire, c'est super. Ok, bah écoute, merci beaucoup pour ça. Alors, et comment, du coup, parce que donc tu étais encore en études au sein d'ISC, je reviens Ouais, un petit peu en arrière, tu étais encore en études, du coup, tu étais prof aussi pour tes camarades, enfin, et comment tu ouais. gérais ça? Est-ce que c'était pas des fois un peu dur de se dire, tu vois, un peu ce syndrome de l'imposteur, de se dire, ok, mais en fait, c'est mes potes après, enfin, comment tu gérais ça? En gros, premier cours que je donne, c'est que des gens de ma promo, en termes d'années. Je les Ok. connaissais pas tous. Et, euh, et la petite anecdote, le premier cours, ça a été extraordinairement gênant pour moi. Parce que, premier cours, je me mettais la pression, je suis arrivé 1 heure avant. Fallait que j'enlève toutes les tables, les chaises, etc. Fallait que la salle soit prête, etc. Et le cours démarrait à 9h30. La veille, il y avait soirée d'intégration avec VG Dream, ramener la coupe à la maison. C'était juste, on venait de gagner avec des champions. Moi, honnêtement, j'étais assez près d'y aller. Mais, pour la fête, pour le truc. Et je me suis dit, VG Dream ou mon cours, je pense que si je fais un petit pourcentage, ça va être Hmm. moyen. 9h30, personne. 9h35, il y a une personne, elle rentre, elle me dit bonjour, elle ressort. Et là, je fais, ah, mais ça va être la... J'avais 18 étudiants, dont des potes. C'est là où je me dis, c'est ouf, j'avais des potes. Enfin, des potes, que je pensais être potes. Non, non, j'avais des potes et je me disais, putain, 9h40, elle revient avec une autre personne. Donc, je me suis dit, tant mieux. À moins le quart, j'avais 4 personnes. Oh là Donc, à un là. moment, tu sais, je m'assois avec eux, je papote, je fais, bon, 4 personnes, tu peux démarrer des trucs, mais je me dis, on attend quand même et tout. C'est le premier. Et je me disais, putain, c'est long parce que si je veux pas attendre 10 heures, tu vois. Et là, il y en a une qui arrive et qui fait, non, mais vas-y, je me pointe, le prof, il est même pas là. J'étais mort parce que je me suis dit, j'ai juste à me lever et faire, bah, vas-y, est-ce que tu peux signer la feuille de présence, s'il te plaît? Et là, il y a une gênance d'un coup. Mais j'étais mort de rire. Et du coup, à chaque cours, maintenant, je me mets parmi les étudiants parce que vu que genre, enfin, tu vois, ça fait 1 an et demi que j'ai quitté les études. Il y a toujours une remarque et à ce moment-là, je me lève. Ça me fait toujours marrer de mettre cette ambiance-là. Mais à 10h, j'avais 7, 8 étudiants. J'ai eu un pote qui est arrivé qui était un peu rebou. En pleine impro, tu avais 2 personnes, il est passé au milieu et il m'a fait: «Frérot, je suis désolé». C'était impressionnant. Oh, mais j'étais mort de rire. J'étais mort de rire parce que je me suis dit: «Bon, bah, voilà, faut démarrer, c'est mon début et bah, ce sera un beau début». Et après, le cours Et- d'après, j'ai eu tout le monde, ils ont kiffé, c'était une super ok. promo et puis voilà, il y avait les bases et puis, même moi, ça m'a permis de relativiser sur plein de trucs et de faire différemment. J'ai fait un cours totalement différent de ce que j'avais pu prévoir. Bah, Mais, c'est donc. ouais, moi, mon job, en vrai, si j'ai pas l'idée 1 heure avant, je me dis: «Bon allez, on verra ça On plus verra. tard». Mais non, Alors, c'était super formateur. j'ai une autre question d'Anthony. Quelles sont tes sources d'inspiration? C'est vaste comme c'est vaste comme question. J'ai des mentors extraordinaires.
vraiment, je peux les mettre sur un piédestal de dingue. C'est-à-dire que JB a été un mentor de dingue. Cyril Delastérie, qui a été le parrain de mon lancement, m'a aidé énormément. Antoine Di Tommaso sur la partie commerciale. Pareil, mon oncle avec qui j'ai eu beaucoup de discussions, dirige une agence digitale dans l'Ouest, une des grosses agences qui s'appelle Intuiti. Donc, j'ai pas mal de mentors comme ça qui m'ont beaucoup inspiré. Et en fait, le projet que je fais actuellement, et j'en reparlerai un peu plus tard, je pense, je fais aussi une émission en ce moment où c'est le but, c'est la transmission de parcours et où dedans il y a l'échec, il y a le succès, il y a tout ce qui constitue le parcours, mais qui est très inspirant. Et ces personnes-là m'inspirent beaucoup. Après, mes sources d'inspiration, je suis un fan absolu d'un mec comme Edouard Baird, euh, qui euh, qui a un talent pur dans l'impro et j'invite tout le monde à voir son spectacle qui est incroyable. Robin Williams, pareil, une énergie folle, etc. Donc j'ai ces sources-là, mais qui sont plus artistiques. J'en ai plusieurs, mais c'est ces mentors-là. Et puis les sources d'inspiration, il n'y a pas besoin d'aller voir très loin non plus. Je suis très bien entouré et c'est ces gens-là qui m'inspirent. Et encore plus, tu vois, par exemple, l'expérience à Argenteuil, ces mômes-là, ils m'ont inspiré énormément. Ils permettent de se remettre en question et de se réinventer. Ok, merci beaucoup. Donc je dirais que Alors, c'est d'abord des rencontres. Voilà, pour conclure. c'est une bonne situation, l'improvisation. J'ai une autre question de Jacques. Quand on voit que les Australiens mettent donc je pense que ça, c'est l'improvisation à Mmh. partir de la sixième, Ouais. et donc ils demandent est-ce que c'est pas trop tard pour des étudiants français dans le supérieur? Effectivement, j'ai fait mon mémoire là-dessus, en fait, sur le modèle pédagogique et j'ai comparé Mhm. un peu et c'est vrai que ce système anglo-saxon, même plutôt dès l'âge de 8 ans, ils sont habitués à prendre la parole. Ils Ok. parlent de leur week-end, ils parlent de ce qu'ils ont fait la semaine, et cetera. Ils sont habitués par leurs profs à justement, travailler l'oralité et je me suis dit que alors déjà, tu as la Fondation Culture et Diversité qui travaille là-dessus pour les collèges et effectivement, ça fait que depuis 3-4 ans qu'il y a un document vraiment qui montre que l'impro est un outil pédagogique. Donc ça, D'accord. c'est important, surtout pour l'éducation nationale, pour le primaire, et cetera. Mon projet, effectivement, j'aurais aimé le faire pour les plus jeunes. Il y a déjà des gens qui le font pour les collèges, beaucoup de comédiens improvisateurs, mais c'est beaucoup plus simple de démarrer, j'allais dire, dans les études supérieures parce qu'il y a plus de budget et qui sont plus à même de bouger et d'innover sur certaines choses que dans l'éducation nationale. Pour démarrer, en tout cas, moi, c'est clair que les écoles de commerce, tu as beaucoup, ou un G ou université, tu as beaucoup de parties privées, tu as beaucoup de parties où c'est des responsables de spé qui gèrent leurs modules, etc., où tu peux insérer les programmes. Pour moi, il faudrait le mettre plus tôt parce que ça crée une bienveillance, c'est une rencontre des cultures. En plus, tu peux mélanger les âges. C'est un des arts où tu peux vraiment mélanger les âges. C'est impressionnant. J'ai déjà vu une impro entre quelqu'un de 14 et quelqu'un de 50. Quand il lui parle de Jean d'Ormesson, l'autre te dit oui, très bon acteur, mais quand même. Alors que, tu vois, ils enchaînent dessus. Et en fait, c'est une rencontre de références, de culture. Et ce serait, pour moi, primordial de le mettre dans l'éducation dès le plus jeune âge parce que il y aurait un travail de bienveillance et puis de lâcher prise pour ces mômes qui serait incroyable. Oui, complètement. Et puis de savoir aussi écouter l'autre, parce qu'on le voit, c'est tellement dur d'écouter C'est quelqu'un clair. réellement Exactement. et de le mettre dès le début, quand tu es petit, où tous les mécanismes sociaux ils se mettent en place, ce serait royal. Et ils sont Donc, tellement créatifs à cet âge-là. Mais ouais, tellement créatifs, il n'y a aucune limite. complètement. Alors, autre question de Martin. C'est quoi tes objectifs pour les prochains mois? Bonne question. Non, en vrai, là, je termine un projet du coup le 31 juillet. Hmm. J'ai fait une rencontre de dingue le 12 décembre. Donc, je fais mon événement de lancement le 6 décembre. Ok. Et le 5, un appel d'une amie qui me dit, est-ce que tu es dispo la semaine prochaine pour pareil, les 1 an de notre boîte qui s'appelle The Great Village. Il faudrait que tu animes un atelier d'impro le soir. J'étais tellement dans le rush, j'ai dit, bah écoute, ouais, ok, je suis là, etc. J'ai même pas parlé facturation, j'ai rien du tout, je sais même pas si j'allais être payé ou quoi. 12 décembre, j'arrive dans une des galeries de dingue à Paris, dans le Marais. Et je rencontre Fatou et Maud, Fatou Ndiaye et Maud Jego, qui ont créé The Great Village il y a 1 an, qui sont partis avec 10 000 de capital, qui est une boîte qui vaut aujourd'hui 3 millions et qui regroupe plus de Mhm. 1500 startups et entreprises dans le monde Ok. et qui fonctionne avec des événements à impact positif. Et D'accord. pour donner une idée, elles sont tellement dingues, elles partent à New York 10 jours sans un rond et elles ont tout troqué. Le billet d'avion, le logement.
la bouffe, tout, 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 tout. Et après, elles ont lancé une campagne avec will.i.am qu'elles ont rencontré et en 5 minutes, elles l'ont convaincu d'un truc. Et là, tu fais: «OK, bah, ces meufs-là, non, je vais pas facturer et puis je vais apprendre». Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, j'ai compris leur système et ils fonctionnent en troc de ressources. Je suis venu pour de l'impro, elles m'ont aidé sur d'autres choses et toute la communauté, c'est ça, ils ont créé une communauté de malades et je vais beaucoup travailler avec elles sur des événements à impact, justement. J'ai fait un événement avant le confinement qui s'appelle Sparkles. On a fait un tour en bus avec des entrepreneuses. C'était au moment de droits des femmes pour le 8 mars et elles ont pitché à Station F et j'ai rencontré des femmes incroyables qui ont fait des pitchs à Station F de dingue, des pitchs expérientiels Ouais. et j'ai envie d'avoir de l'impact au maximum et d'ouvrir ce réseau-là. Donc c'est un peu mon objectif, c'est de bosser beaucoup avec pour avoir de l'impact, essayer de transmettre au maximum pour les jeunes entrepreneurs, pour les étudiants et puis un objectif perso, c'est que je suis sur scène, donc le but, c'est de travailler sur le one man aussi, et de mettre ça en place. Mais là, en ce moment, je fais des émissions qui s'appellent Ça part en live, chaque matin de 10h à 11h avec, l'ISC Paris, parce que en ce moment, les prépas, ils vont passer leurs écrits, ils ont pas encore leurs oraux et j'ai une équipe de 6 personnes, dont, Aurélien qui est avec moi, qui gère la régie comme, ici, Camille gère aussi derrière et le but, c'est cette transmission et je trouve ça super intéressant et ça me plaît beaucoup d'ouvrir le réseau et de dire aux étudiants, certes de prépa, vu que là, on est aussi sur eux, mais tous les étudiants, tous les pros, de dire, bah, rencontrez-vous et matcher avec des projets, proposer des projets parce que c'est comme ça qu'on avance et je trouve que la période qu'on a vécue, j'ai eu l'opportunité de faire ça avec, des femmes comme Wafa Marina, qu'il y a aussi dans les lives, Maud et Fatou, où j'ai rencontré énormément de gens et ça a été une période, justement, très fluctuante là-dessus en termes de rencontres et ça permet de faire énormément derrière d'événements, d'impact et pour les étudiants entrepreneurs qui nous regardent, parce que j'ai fait le pépite et peut-être que tu reviendras dessus, après, je sais plus, mais pour les prochains mois, c'est d'essayer de développer l'impro au max et d'essayer d'aider au maximum de gens comme, on a pu m'aider. Je trouve que c'est ça l'intérêt, c'est, on a appris beaucoup de choses, maintenant il faut le transmettre et même si j'ai, que 2 ans d'expérience réellement, avec ma société, il est jamais trop tard pour ouvrir et tu vois, j'ai rencontré pendant le confinement une graphiste extraordinaire. Mais pendant le confinement, ça s'est fait sur une story où je faisais une story à la con réaction, et cetera. Et j'ai rencontré une graphiste de dingue, avec un talent de ouf. Et je suis allé, c'est grâce à elle d'ailleurs qu'il y a eu le Sapin en live, le nom, le logo, elle a fait un travail de malade. Et je suis allé à Nantes la voir la semaine dernière. Je vais te dire un truc tout simple pour tous ceux qui nous regardent et je vous mettrai tous les noms des gens, allez les rencontrer, vraiment, c'est sauter sur l'opportunité. Tu avais à la table une graphiste, donc Lucie, un mec qui fait des sites web, un motion designer. Bah, quand tu démarres, tu es content d'avoir ces freelances-là qui s'adaptent et qui se développent aussi parce qu'on a le même âge quasiment. Et tu te dis, mais bah voilà, tu démarres, la com, c'est le plus important pour démarrer, pour te faire connaître, pour te faire référencer. Et ils sont tous là. Donc il y avait Théo, Simon, Lucie, et je lui mettrai d'ailleurs les noms de ceux qui m'ont aidé parce que ils sont aussi à même d'aider et c'est ça qui est important. C'est justement essayer de s'entraider parce que chacun monte en compétences et chacun a du contenu en plus à valoriser. C'est vraiment ça qui t'a permis de t'aider, parce que tu as aussi fait un master dans l'entrepreneuriat aussi, et qui t'a permis de structurer un peu ton Ouais. offre, de penser ton truc. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué là-dedans, dans cet accompagnement-là? J'ai gagné un temps de malade sur, par exemple, l'image de marque, la charte graphique. C'était Béatrice de Copp, notre prof, et c'est là où j'ai créé le logo. C'est grâce à Nina, une de mes potes qui était dans ma promo aussi. J'étais sans cesse challengé aussi sur les pitchs parce qu'au bout de 5-6 pitchs, bah, ceux qui sont dans la classe, ils l'ont entendu 20 fois. Et tu te dis, OK, faut que je me réinvente parce que même moi, je prends plus de plaisir. Et cette notion de plaisir était importante. Et pour tous ceux qui nous regardent, il faut que vous preniez du plaisir, même dans les pitchs, parce qu'il faut qu'il y ait de l'énergie, il faut que ça avance. Et c'est extrêmement important. Donc ça m'a beaucoup aidé parce que la partie juridique, et cetera, il y a beaucoup de choses qui sont faites, même en ligne pour faire ses statuts, et cetera. On peut demander, ils nous les corrigent. Ça, c'est une chose. Financement, pareil, j'étais accompagné, mais là où ça m'a beaucoup aidé, c'est à la fois les retours d'expérience que j'ai pu avoir parce qu'on a eu aussi des sortes de masterclass, des tables rondes et justement la partie image de marque qui est très compliquée aussi à se dire, bah, quelle couleur je vais prendre, quel template, comment ça va se manier, quelle communication, quel élément je veux mettre derrière
Et ça a été un travail monstre. Bah, tu le vois que les deux choses que recherchent très souvent les entrepreneurs, ça va être un accompagnement pour pas être seul, parce que c'est dur d'être seul et de se lancer, de se dire, tiens, j'ai une idée, mais je sais pas ce que ça vaut forcément. Et tout ce qui est Exactement. aspect communication. Parce que si tu as une superbe idée, tu sais que c'est une super idée, mais que tu sais pas comment faire, c'est galère. Et tu vois vraiment que ces deux aspects-là et que tu as pu avoir, ça te permet de te propulser à un autre niveau, quoi. Et bien sûr, et puis en plus dans les écoles, moi j'ai l'opportunité de connaître au début Shiraz qui m'a fait ma charte graphique, mon site, ça a été un de mes meilleurs potes qui l'a fait, mon cousin qui m'a fait le motion design. Donc j'avais un entourage là-dessus, mais il y a plein de freelances qui sont en besoin aussi de créer du contenu pour se vendre après. Il faut pas hésiter à les contacter. Il y a tout ce qu'il faut et en plus derrière pour ceux qui font le Pépite France, vous avez aussi un accompagnement là-dessus si vous n'êtes pas par exemple en master entrepreneuriat. Il y a tous les moyens qu'il faut aujourd'hui pour entreprendre, ça c'est une certitude. Il y a aucune prise de risque là-dessus. Complètement. Et c'est aussi ce qui est vachement intéressant avec un master ou pendant ses études, c'est que tu es aussi, si tu te plantes, entre guillemets, c'est pas grave. Tu as la Bah non, possibilité de faire autre chose à côté. Même si bien ça peut sûr. être plus dur. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, 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 tu as tout à fait raison. Puis c'est quand tu quand tu vends le fait que tu as voulu créer une boîte, que tu as créé une boîte, que tu as fait tant de trucs, même si elle marche pas, bah, le mec il va se dire OK, il en veut, il a créé quelque chose, il a pris des risques. Et c'est encore plus valorisant que bah voilà, je fais 2 ans chez tel truc et puis maintenant je suis là, j'ai envie de bouger. C'est ultra valorisant d'avoir essayé de créer quelque chose. Et par exemple aux États-Unis, ils mettent plus en avant des profils qui ont essayé, qui ont tenté, qui ont créé des choses qui ont échoué, qui ont rebondi, que quelqu'un qui a fait un truc et du jour au lendemain. Il y a toujours ce Mm. côté, bah voilà, il faut creuser, il faut essayer, il faut rebondir. Donc pour moi, il y a aucune prise de risque aujourd'hui là-dessus, surtout si vous vous entourez bien, c'est ça l'intérêt. Complètement. Complètement. Alors, on repasse un peu sur de l'impro. Il y a Alexis qui demande comment tu gères le stress avant une impro. Est-ce que tu as des petits tips là-dessus? J'ai j'ai beaucoup plus de stress quand je fais un one man qu'en impro et plus de stress sur un rendez-vous qu'en impro. Non mais Du coup, comment tu gères le stress c'est de que manière comment générale? je gère le stress? Non, parce qu'en gros, avant une impro, c'est qu'une impro, quand tu es en impro, bah, tu sais même pas le sujet, tu sais rien et le public ne sait rien. Et quand tu passes devant le public, ils sont tellement, c'est un art qui est impressionnant, l'improvisation théâtrale. Tout le monde, à chaque fois que tu en parles, il dit: «Mais je serais pas capable de faire ça», alors qu'ils en sont tous capables. Au contraire et puis en plus, tu es pas tout seul en impro. Tu es rarement seul. Donc, tu as vite tes repères et tu as vite tes camarades qui sont là et tu sais très bien que tout le monde peut rebondir à tout moment. Donc c'est pas tant ça. Après le stress sur les rendez-vous, sur le reste, j'étais quelqu'un de très, très stressé avant. Et puis à un moment donné, tu te dis: «Mais, 1 j'ai rien à perdre et 2 tu as un aspect de confiance qui rentre en toi où tu as toujours un petit stress, mais que tu transformes en énergie, en peps. Tant que c'est pas une angoisse et là où tu es bloqué, rien ne va et que c'est un stress justement qui te motive, qui te permet d'être focus, genre 2-3 minutes avant de rentrer dans la salle ou de faire le truc, faut juste se transformer en énergie. Pour ça, après, tu as les exercices de respiration. Moi, dans ma tête, je bosse beaucoup avec la musique. Par exemple, mon événement de lancement, je l'ai créé en écoutant que de la musique. Je marchais pour mon taf et je me disais: «OK, je vais faire ça comme ça» et cetera. Donc tu as chacun sa manière de gérer son stress. Je suis beaucoup dans l'humour à ce moment-là. Donc je fais marrer les gens. Cours Florent, j'avais beaucoup de potes qui venaient vers moi parce qu'ils savaient que je faisais des vannes, des conneries, des trucs et c'était ma façon de relâcher. Et l'humour, ça a toujours été pour moi une façon, d'évacuer énormément de problèmes, peut-être d'ailleurs d'en cacher, de pas être vulnérable sur certaines choses. Mais c'est comme ça que je gère mon stress, je déconne avant. Je me fais marrer, j'essaie de faire marrer les gens et puis je me dis: «Bon, bah, allez, c'est à moi de jouer». Ok. Alors, il nous reste 4-5 minutes de live. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Euh, Toi, sur toute cette. Est-ce que, est-ce que tu t'es imaginé il y a 5 ans te lancer dans l'entrepreneuriat ou ça t'est un peu tombé dessus? Pas du tout. Il y a Pas 5 du ans, je tout. m'imaginais pas me lancer du tout et il y a 5 ans, non, il y a 5 ans, j'étais en prépa et et j'ai dit à mon père avant les concours, c'était, 2-3 semaines avant, j'étais avec lui, chez moi, il était, ouais, minuit, on regardait, c'était Gad Elmaleh qui allait, aux États-Unis. Reportage Canal+ et il allait aux États-Unis faire sa tournée et heu et surtout il était pas connu, donc il faisait tous les cafés théâtres comme un mec qui débutait, quoi. Et j'ai regardé mon père et je lui ai dit à 2 semaines des concours, je fais: «Ben, en fait, je crois que c'est ça que je veux faire» et
Il m'a dit que c'est très drôle, donc déjà c'était une vanne réussie. Mais je lui ai dit, mais non, non, je déconne pas. Donc moi, je me voyais plus là-dedans. Et finalement, ça a mis 4 ans avant que j'écrive et que je fasse autre chose parce que les cours Florent, ça a été extraordinaire, d'un point de vue culturel, d'un point de vue humain, extraordinaire. J'en avais besoin parce qu'en médecine, c'était compliqué. Prépa, c'était déjà beaucoup mieux en termes d'ambiance. Mais cours Florent, humainement, dingue. Et j'ai été très bien entouré dans mon école. C'est-à-dire que j'avais une entreprise étudiante au bureau des arts qui était génialissime. Une présidente de dingue. Pareil, j'ai connu quelqu'un là-bas. J'ai été 3 ans avec une fille qui m'a poussé sur certaines choses pour entreprendre, qui m'a permis de gérer financièrement certaines choses. Et en fait, il y a pas de hasard, il y a que des rencontres et des rendez-vous. Et c'est ça qu'il faut se dire. C'est que bah, le chemin, peut-être que dans 3 ans, Jean-François, tu feras encore autre chose. Tu vas rencontrer quelque chose qui va te dire, bah tiens, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de tester ça. Et ça m'est tombé comme ça. Et après, tu te rends compte, tu dis, ok, j'avais plus un profil à faire ça parce que dans l'entrepreneuriat, moi, j'ai besoin de ma liberté, j'ai besoin de gérer mon emploi du temps comme je le souhaite. Après, bien sûr, il y a des moments où tu es obligé de t'auto-financer, donc tu vas rechercher aussi des contrats, tu vas rechercher des trucs, tu vas pas faire tout le temps ce qui te plaît. Mais la plupart du temps, je gère mon emploi du temps comme je le souhaite et je suis maître de moi-même là-dessus. Et ça, c'est cool. Il y a cette liberté-là qui est géniale. Et c'est alors, on va pas tarder à arrêter. Ce serait le dernier conseil que tu peux donner, genre, prenez votre liberté, on s'en fout de tout. Ouais, allez, prenez la liberté, prenez la clé de Twingo et allez sur la route. Non, Tu vois, il y a, il y a- en tant qu'entrepreneur qui a débuté, qui a pu tester des choses, qu'est-ce qui t'a le plus marqué et que tu te dirais, tiens, ça, c'est vraiment le conseil que je veux transmettre. euh, le conseil, c'est d'aller parler aux gens, d'aller découvrir les gens, de vous intéresser aux gens. Posez-vous aussi la question, qu'est-ce que vous aimez faire? Alors ça, c'est Antoine Di Tommaso qui me l'avait posé, et qui est importante. C'est pas qu'est-ce que vous rêvez de faire, quel projet, qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie. Et à partir de ça, fixez-vous vos objectifs derrière, mais c'est important de revenir à soi et de se dire, OK, qu'est-ce que j'ai réellement envie de faire? Il y a un truc aussi, c'est que quand j'ai accepté certains contrats, à quel moment je me disais chez Nexity, je vais avoir, alors que je venais de démarrer, heu, la crédibilité. Et il y a une phrase qui est géniale, qui est de Fatou, c'est «Fake it until you make it» et tu dis: Ok, «Et bah, après tu es obligé de le faire» et après c'est à toi de te mettre cette pression-là. Mais pareil, ok. tu j'ai eu ça: «Est-ce que tu sais faire, l'impro en anglais pour, tel groupe?» machin. Au départ, j'avais jamais fait, je fais: «OK, ouais, je sais, ouais, il y a pas de souci» et bah, tu le fais et après tu te dis: «Bah, je l'ai fait et ça marche». Donc allez-y, osez, plantez-vous, amusez-vous, il y a vous allez toujours rebondir et entourez-vous des bonnes personnes et regardez autour de vous. Cultivez votre curiosité, voilà ce que je dirais. Cultivez votre curiosité. Ok, cool. Ben, je pense qu'en plus, le dernier mot que tu as dit, quasiment, c'était oser et finir sur le nom de ta boîte, c'est plutôt pas mal. Bon, c'est Donc, on va... un travail derrière, il y a une équipe. Non, cultivez votre curiosité, c'est très important. Ok, bah écoute, on va finir là-dessus. Merci beaucoup, Simon, en tout cas, pour ce live, c'était vraiment cool. C'est toujours un plaisir. Merci. Et bah, merci à tous d'avoir participé à ça. On se revoit dans 2 semaines avec un autre live de la Why Not. Salut à tous! Merci.